il n'existe qu'une seule source grand public pour connaître le siècle, le club élitiste qui regroupe les personnalités les plus puissantes de France, le travail d'Emmanuel Ratier. Ce qu'il écrit est confirmé par les témoignages que nous avons recueillis, et par les annuaires internes que nous avons consultés. Cependant, cet auteur a très mauvaise presse, et si tous les politologues utilisent ses ouvrages, aucun n'ose les citer. Pour en savoir plus, Thierry Messant a interrogé l'homme qui a le plus étudié le sujet. TM, la caractéristique de ce club, est d'assumer ne pas avoir d'idéologie sinon celle du pouvoir. Mais ce n'est aucunement une organisation exécutive, juste un tissu relationnel. Pensez-vous que ce soit uniquement un outil pour faciliter des carrières personnelles, ou estimez-vous que cette organisation vise à pérenniser la domination d'une caste sur la société française? Emmanuel Ratier, il y a une idéologie, c'est celle du libéralisme mondialisé. Comme l'a expliqué Laurent Geoffrin, directeur du Nouvel Observateur, qui a démissionné avec fracas du Siècle il y a environ un mois, le Siècle est véritablement la section française de l'hyperclasse, ou de la superclasse mondialisée. Il correspond à cette expression de Samuel Huntington, la superclasse née de la mondialisation. De même Jacques Julliard, ancien membre de la commission trilatérale, écrit assez courageusement « Le Siècle, le club de cette superclasse dirigeante, dans ce milieu fermé où les socialistes ont leur place à côté des gros bataillons de la droite française, fermente l'idéologie de la classe dominante, modernisme économique, bien-pensance sociale et culturelle, conformisme économique. Respect absolu de la puissance de l'argent hormis qu'il y a largement autant d'oligarques de gauche que de droite au siècle, cette description est parfaitement exacte. Il y a bien une idéologie, mais qui ne se revendique pas en tant que telle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les membres du siècle ne sont pas égaux et que le pouvoir est passé d'un groupe à un autre, à mesure que le capital se restructurait en France, en Europe et dans le monde. On est donc passé, en 60 ans, du primat des politiques, ivres et publics, à celui des industriels, Pompidou, puis aux technocrates, Giscard d'Estaing et les débuts de François Mitterrand, puis aux banques, Bérégovoy, et enfin à la finance mondialisée, Chirac, Sarkozy. Aujourd'hui, ce sont les financiers qui contrôlent le siècle, et dictent leurs règles politiques. Comme le dit Julliard, il existe, derrière les apparences successives des combinaisons ministérielles, un gouvernement de facto, un gouvernement invisible des élites financières et institutionnelles qui, à défaut de dicter sa loi, fournit la pensée et inspire l'action des élites dirigeantes françaises. Je ne veux pas être trop long, mais le siècle est un endroit, un laboratoire, où se décident beaucoup de choses. On en a des éléments dans les mémoires d'anciens membres, au détour d'articles, etc. Les conversations étant secrètes, il est toujours difficile d'apporter la preuve de ce pur affairisme, mais plusieurs membres me l'ont confirmé tout comme diverses fuites, le système de recrutement, etc. La plupart des membres ne sont pas recrutés pour leurs qualités propres, mais pour les fonctions qu'ils occupent. C'est le libéralisme antisocial pur et dur qui ne rêve que d'une chose, que les classes populaires françaises travaillent pour 2 € par jour, comme les Chinois aujourd'hui et que l'oligarchie, qui les exploite, engrange ses bénéfices colossaux dans des paradis fiscaux. JPEG, 15.1 KO élue présidente du siècle en novembre 2010, Nicole Notat incarne la pensée unique. Proche d'Edmond Maire et de Jacques Delors, elle fut secrétaire générale de la CFDT de 1992 à 2002. Elle s'efforça de convaincre la classe ouvrière de soutenir le traité de Maastricht, la création de l'euro, et la réforme Juppé de l'assurance sociale. Passée de l'autre côté de l'échiquier social, elle est aujourd'hui PDG de l'agence de notation Vigeot. La rupture aujourd'hui ne se fait pas entre gauche et droite. Nicole Notat était secrétaire générale de la CFDT, quand elle est entrée au siècle. Ce qui lui permettait de dîner chaque mois avec les grands patrons du CAC 40 et le gouvernement. Il en est de même aujourd'hui avec certains responsables de la CGT. La rupture se fait donc sur un axe assez proche de celui du réseau Voltaire, entre mondialistes et antimondialistes, entre respect des droits des peuples et des nations, et pure exploitation économique des individus considérés comme un marchandise. Monsieur, l'humanité avait, au lendemain de la rupture de l'union de la gauche, évoqué les rencontres entre des grands patrons et des ministres socialistes au dîner du siècle. Vous évoquez à l'instant le cas de Nicole Notat, et vous révélez dans votre ouvrage que cette organisation permet aujourd'hui des contacts secrets entre ce même patronat et des leaders de centrales syndicales. Pensez-vous que ceci contribue à décrisper le dialogue social ou, au contraire, à le corrompre? Emmanuel Ratier, il est absolument évident que cela s'apparente à de la corruption, même si elle n'est pas financière. Cela ressemble à ces avocats qui prétendent s'opposer dans les prétoires, et se congratulent ensuite à la buvette du palais. On voit très bien pour le Parti communiste, et pour la CGT ce qui s'est produit.
Les dirigeants qui ont été cooptés au siècle ont fait changer du tout au tout l'idéologie du PCF et de la CGT. Malgré leur rodomontade, ces deux organisations ont rallié l'Union européenne, le traité de Maastricht, le fédéralisme, l'euro, le mondialisme, etc. Ils ont trahi tous les intérêts et les acquis sociaux des classes sociales qu'ils prétendaient défendre, en particulier la classe ouvrière et les employés. Ils sont les complices du détricotage des acquis obtenus par les luttes sociales des 150 dernières années. Ce qui fait que les syndicats ne pèsent pratiquement plus rien et sont essentiellement financés par des cotisations patronales ou par l'État. Monsieur, votre ouvrage comprend une étude d'une centaine de pages suivie d'un dictionnaire biographique de plus de 500 pages en petits caractères. Vous ne vous contentez pas de rappeler la carrière de chaque membre du siècle, vous décrivez ses engagements politiques, comme vous le faites dans votre lettre bimensuelle, Faits et Documents 3. De facto, vous êtes devenu le meilleur connaisseur des élites françaises. Quelle image en avez-vous? Emmanuel Ratier, vous allez faire grincer des dents. Mes travaux ne sont jamais cités mais pillés, aussi bien par les médias que par les universitaires. J'ai été refusé en DEA de sciences politiques à l'Institut d'études politiques. Je ne pourrai jamais trouver un jury de thèse. Les professeurs qui accepteraient d'y figurer grilleraient leur carrière. Quant aux élites françaises qui constituent les bataillons du siècle, elles sont, mais c'est sans doute la cas ailleurs, d'une extrême médiocrité, en particulier dans la sphère politique. Ce qui les caractérise, c'est un manque total d'imagination, une pensée politiquement conformiste, une soumission à l'argent, une âpreté au pouvoir. Le siècle, c'est d'abord, et avant tout, une soif de pouvoir pour des gens qui détiennent du pouvoir et en veulent encore plus. C'est une centrale d'énergie, qui redistribue exclusivement l'énergie en direction de ses membres. Un vaste système de relations, de réseaux, de systèmes de courte échelle, de marchepied, de mariage, de relations d'affaires, de jetons dans les conseils d'administration, etc. D'aucuns appelleraient cela le système ou l'établissement, establishment. Mais sa particularité d'aujourd'hui est d'être extrêmement peu nombreuse et très concentrée entre les mains de quelques-uns. Qu'importe leur méthode, par exemple, Jean-Marie Messier, qui a ruiné l'un des fleurons français, Vivendi Universal, n'a jamais été exclu et trône toujours dans les dîners. Monsieur, bien que vous soyez un journaliste très réputé, vous avez été exclu des grands médias français à la suite d'un oukase de Charles Pasqua. Vous avez alors poursuivi votre travail en écrivant dans les revues du Front National, ce qui vous vaut aujourd'hui une image persistante d'extrémiste de droite. Pourtant, vous vous attaquez à une organisation qui est directement issue de la collaboration, et qui illustre parfaitement la capacité des élites françaises à survivre au changement de régime politique. Quelle est donc votre démarche? Emmanuel Ratier, le siècle est effectivement issu d'un milieu très particulier. Nombre de ses fondateurs ont eu un parcours à la François Mitterrand, pour ne pas dire plus. C'est-à-dire un itinéraire, sinon trouble du moins complexe, où se croisent la collaboration de gauche, la résistance, la synarchie, la technocratie, la franc-maçonnerie, etc. Tout cela dans l'atmosphère très particulière de l'après-guerre, avec le jeu américain anticommuniste, les combinaisons de partis des années 1950, etc. Ou aujourd'hui, les étranges menées de l'ambassade américaine en direction des banlieues françaises 4. En l'occurrence, au cœur du pouvoir n'attaque personne en particulier ni en général. C'est une espèce de description sociologique de ce que l'on peut considérer comme un cas parfait d'oligarchie très efficace dans une supposée démocratie. Il n'y a aucune prise de position politique, c'est plutôt un précis de dissection. Mes adversaires, qui ne font en cela que le jeu des gens puissants, que je peux effectivement déranger, et deviennent dès lors leurs complices, m'affublent de toutes les étiquettes possibles, un peu comme vous Thierry Vincent, depuis que vous avez rompu le pacte du politiquement correct. Et ça, afin d'éviter d'examiner ce que j'écris et de tenter de démontrer ou de prouver que je me trompe ou suis dans l'erreur. Tout cela n'a rien à voir avec la réalité. Il suffit de m'avoir rencontré une fois pour le savoir. Je publie depuis 17 ans, tous les 15 jours, une lettre confidentielle, Faits et Documents, qui regorge de nouvelles confidentielles ou exclusives. Je n'ai pas eu un seul procès, et seulement 2 ou 3 droits de réponse. Il en est de même de l'émission de 3 heures, que j'anime toutes les 4 semaines sur Radio Courtoisie. Pas un procès, pas un droit de réponse. Monsieur, en fait, vous avez écrit beaucoup de choses erronées sur le réseau Voltaire par le passé, sans que nous ne nous manifestions. Vous ne les avez corrigées que beaucoup plus tard. L'absence de procès n'est pas un critère suffisant. Emmanuel Ratier, il est exact que j'ai été très vif sur le réseau Voltaire et sur vous-même, Thierry Vincent. De votre côté, vous ne m'avez pas épargné.
Avec l'accélération de la mondialisation, et des montages comme le 11 septembre, nous avons tous les deux largement évolué, et avons découvert qu'au-delà des apparences de nombreux points nous rapprochaient. La preuve, cet entretien aurait été impossible il y a une quinzaine d'années. De même, j'ai publié dans Faits et Documents, un long dialogue entre Michel Lajoie, terroriste d'extrême droite, et Carlos, terroriste d'extrême gauche. Chacun à sa manière estimait l'autre et, surtout, acceptait de dialoguer. Un entretien impossible à envisager pour tout esprit conformiste avec des cases où chacun serait bien rangé, étiqueté. Monsieur, revenons au portrait également erroné que l'on adressait de vous, et qui vient en partie de ce que, vous ayant diabolisé, on n'a pas compris votre maturation. Emmanuel Ratier, je pourrais publier un livre entier exclusivement à partir des fausses assertions qui m'ont été attribuées. Je ne donnerai qu'un exemple, un chapitre entier m'est consacré dans une biographie consacrée à Thierry Ardisson. J'y suis présenté comme son maître à penser, son gourou. Or, je n'ai jamais rencontré cet animateur de télévision, je ne lui ai jamais parlé, jamais écrit. Tout le reste, et 90% de ma notice sur Wikipédia, est du même acabit. La seule chose qui soit exacte, c'est que j'ai été, à partir de l'âge de 15 ans, un militant nationaliste et je ne renie strictement rien de ce passé. J'ai évolué sur certains points, en particulier le clivage droite-gauche, la question clé aujourd'hui étant celle du mondialisme, et de son opposé, le respect des identités. Monsieur, le fondateur du siècle, Georges Bérard-Kellin V, avait misé sur les deux tableaux durant la Seconde Guerre mondiale, mais son passé chargé aurait pu jouer contre lui à la Libération. Il a semble-t-il été sauvé par ses amitiés radicales socialistes et américanophiles. Selon vous, à qui était-il redevable? Emmanuel Ratier, je n'ai pas eu accès à toutes les archives. Les fonds sont totalement fermés. La famille a évidemment refusé de coopérer. Les secrets sont très soigneusement gardés, ou détruits. Ils font partie des grands secrets de la République. Ils me sont totalement inaccessibles. Il suffit de voir le livre du capitaine Paul Baril, Les archives secrètes de Mitterrand VI, où, dans une note, présentée comme émanant de la DGSE relative à Klaus Barbicette, figure nommément le nom de Georges Bérard-Kellin. Ou dans la revue 20e siècle, revue universitaire considérée comme sérieuse, figure un incroyable article totalement flagorneur, et dénué de réelle historicité, s'apparentant à la légende dorée, sur le club Le Siècle. J'ajouterai que l'une des clés, mais pas le seul, c'est évidemment l'appartenance à la franc-maçonnerie de Georges Bérard-Kellin, appartenance que l'on pourra rattacher à celle d'un Jean-André Fauché VIII. Monsieur, le fondateur du siècle est aussi celui d'un empire de presse inconnu du grand public. Sa société est une sorte d'agence de presse, qui édite des bulletins quotidiens ou hebdomadaires à l'attention des élites et des médias neufs. Vu le passé collaborationniste de cette personnalité, il vient tout de suite à l'esprit qu'il a continué légalement ce qu'il faisait durant le régime de l'État français, du renseignement. Selon vous, cet empire de presse est-il réellement privé, ou connecté au service d'un État? Emmanuel Ratier, totalement méconnu, hormis des puissants, la Société Générale de Presse, est la principale société de fichage, légale, des personnalités françaises. Leurs fiches sont beaucoup plus complètes, que celles de feu les renseignements généraux et beaucoup plus fiables. Sont passés par la SGP des centaines, voire plus d'un millier, de jeunes journalistes, qui ont ensuite essaimé et fait carrière un peu partout. Toute la presse est dépouillée, y compris l'intégralité du journal officiel. La SGP a des archives, des fiches, sur des millions, je dis bien des millions, de journalistes, hommes politiques, syndicalistes, patrons, membres de cabinets ministériels, hommes d'église, intellectuels, maires, etc. Ces archives courent sur plus de 50 ans. Il suffit de consulter les annuaires qu'elle publie très régulièrement depuis plusieurs dizaines d'années pour s'en rendre compte. La direction de la SGP est assurée par Étienne Lacour, qui est en même temps le secrétaire général, pratiquement inamovible, du conseil d'administration du siècle. Il a remplacé Georges Bérard-Kellin, qui occupait exactement les mêmes fonctions. Je ne sais rien de son actionnariat, ni des services qu'il peut fournir, moyennant paiement. Mais il est évident que celui qui détiendrait les clés de la SGP, détiendrait dans le même temps les plus grosses archives sur le pouvoir en France. Des archives parfaitement tenues à jour, alors que celles des RG et autres services de police ne sont plus que l'ombre de ce qu'elles ont pu être, quand elles n'ont pas tout simplement été détruites.